Aujourd'hui, donc, vous allez parler, enfin, on va vous parler, vous allez débattre avec nos intervenants d'innovation en formation. C'est un vaste sujet. On s'attaque un petit peu à une montagne quand même, un sacré col, et on a un objectif simple, c'est que ça vous soit utile dans vos pratiques professionnelles. Quand on regarde un petit peu les types d'innovation, les formes d'innovation dans le champ de la formation qui nous intéresse plus aujourd'hui, on a coutume, mais tout ça est à débattre, on va en débattre de la journée, à un petit peu typologiser ces innovations. On a effectivement des innovations plutôt à caractère technologique, c'est-à-dire qu'on utilise des outils technologiques au service de la diffusion et de la production des connaissances. Alors évidemment, le e-learning est une des illustrations, ce n'est pas la seule. On a aussi des innovations à caractère strictement pédagogique, c'est-à-dire qu'on crée des dispositifs pédagogiques appropriés dans des combinaisons complexes d'apprentissage. Et puis on a aussi, je crois, des innovations plutôt dans le sens du partage, des communautés de pratiques professionnelles qui se développent maintenant dans tous les grands groupes, qui notamment dépassent le périmètre des organisations et qui sont aussi des sources de création, de partage de savoir et d'innovation. Je vais centrer mon propos sur un moyen en particulier qu'on a accompagné, qui est le portefeuille d'expériences et de compétences en formation. Un moyen de valoriser les apprentis et de développer un apprentissage réflexif. Alors le portefeuille d'expériences et de compétences, on a choisi de l'appeler volontairement expériences et compétences dans les CFA, a été mis en place par des équipes qui étaient volontaires, qui avaient un projet. Donc c'est elles qui ont vraiment monté de toutes pièces le contenu, qui l'ont intégré dans leur formation et qui l'ont porté pendant 1 ou 2 ans selon les formations sur lesquelles ils l'ont expérimenté. On a eu un apport méthodologique, de suivi, d'accompagnement, d'adaptation parce que certains étaient partis avec des ambitions un peu trop importantes au départ. Cela pour vous dire qu'on est parti de la reconnaissance et validation des acquis et des compétences, donc, de leur exploration, de leur évaluation, de leur validation, pour en venir à la formation et non pas l'inverse. Cette expérience a été rendue possible par quand même beaucoup de travail de la plateforme régionale qualité. Comment mieux exploiter ces retours d'expérience, comment rendre l'apprenti plus réflexif sur comment il fait ce qu'il fait, qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce qui lui reste à apprendre. Il y a tout ce qu'on sait faire, tous nos acquis, tout est dessus. Tu l'as élaboré comment? Je l'ai élaboré avec les professeurs au cours. L'apprenti va découvrir que ça a du sens pour lui aussi. Mieux comprendre son travail, mieux comprendre ce qu'il fait, avoir une autre vision de ce qu'il fait et être plus sur son action que sur lui-même. Donc on n'évalue pas l'apprenti, on évalue ses productions et l'analyse de ses productions. Et je pense que les jeunes générations seront beaucoup mieux préparées que nous. Voilà, sur un CAP première année, sur des sélections, on voit des jeunes qui arrivent déjà avec leur portefeuille de certaines écoles. Donc ça surprend aussi les profs ou les formateurs et ça leur permet de rester dans la course pour certains. À la rentrée, 20 collègues seront formés donc, à l'explicitation et à l'analyse du vécu et donc vont à leur tour conduire un groupe classe dans cette démarche-là. Ce qui va représenter environ 200 jeunes pour un établissement. Est-ce que finalement les apprentis ne sont pas parfois déstabilisés par ce nouveau dispositif? Ils vont vouloir de l'assurance, de la réassurance par rapport à ce qu'ils avancent et c'est pour les collègues une posture effectivement qui n'est pas simple à envisager. C'est pour ça qu'il faut être outillé. Je voudrais surtout poser des questions sur les effets induits. Et moi, les 2 phrases que j'ai le plus souvent entendues, c'est « ils m'ont étonné, je suis surpris ». Ils sont souvent fiers de le présenter. Dans certains cas, ça a permis des embauches. Comment capitaliser tout ça? Il y a beaucoup d'expériences et moi je souhaiterais vraiment que comment vous êtes posé la question de vous rapprocher. Il faut quand même réfléchir à qui va nous réunir autour d'une table. Tous les interlocuteurs de la formation et de l'emploi qui sont en charge de ces questions et ça peut être aussi les partenaires sociaux en région. La formation, c'est sur un support
Et l'information est donc forcément explicite et externe au cerveau. Est-ce qu'il s'agit de former les gens ou est-ce qu'il s'agit que les gens apprennent? Comment on peut accompagner les organisations en fait, pour qu'elles soient plus apprenantes? L'important, c'est pas de former les gens, l'important, c'est que les gens apprennent. La formation devenant un moment de ce cycle, de cette problématique de l'apprentissage, et un moment qu'il faut absolument mettre en cohérence avec les autres moments. Gérer un projet aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, dans l'incertitude, dans les environnements extrêmement mouvants, en croisant des disciplines très différentes les unes des autres. Cette dame aussi qui a parlé des empilements, voilà, de dispositifs contradictoires parfois qui mettaient les personnes qui étaient chargées de les mettre en application, qui mettaient ces personnes en difficulté. Je pense que tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes à entendre et qui posent peut-être la question, voilà, quand on dit sous forme un petit peu slogan que l'apprenant doit être au centre du système, ouais, peut-être, il est peut-être au centre, mais d'un système qui est très pressurant, quoi, ou pressurisant. Dans un premier temps, j'avais envie de voir avec vous pourquoi il est décisif d'innover en formation d'un point de vue européen. Et puis, comment on fait? La fonction de l'enseignement et de la formation professionnelle est de deux ordres. Répondre aux besoins de compétences immédiats et futures, tout en atteignant les conséquences de la crise. L'ingénierie financière d'un projet européen est quand même assez complexe dans le montage en amont et dans le suivi après tout au long de la durée du projet. Les projets de coopération financent un poste, un emploi. C'est-à-dire que la subvention Leonardo permet d'embaucher quelqu'un pour assurer la gestion administrative du projet. Comment permettre aux acteurs de porter des projets, d'avoir des initiatives sur les territoires avec des acteurs économiques et surtout des initiatives qui génèrent de l'innovation, qui génèrent de l'expérimentation. Nous avons lancé un appel à projet avec 4 champs d'innovation visés: l'innovation territoriale, l'innovation parcours en termes d'accompagnement des publics, l'innovation pédagogique en travers les supports et les modalités pédagogiques, et l'innovation par l'alternance, comment la période en entreprise peut être développée, améliorée et avoir des pratiques innovantes. Le découpage des financements, ça m'a paru intéressant, et des cofinancements notamment. Et en amont, ce qui a retenu mon attention, c'est particulièrement la possibilité d'être financé sur des périodes d'incubation. Et comment la région se nourrit de ces projets, de ces innovations, pour faire évoluer ces dispositifs de formation. On voit une nouvelle ère de changement apparaître, c'est-à-dire qu'on va permettre à travers des financements, des mesures, la possibilité de non seulement individualiser les parcours, les renforcer, mais en plus permettre aux personnes vraiment de capitaliser leurs moyens.